Bonjour à tous et bienvenue sur iRadio, iTV et les réseaux emedia.sn. Merci à tous d'être avec nous. Nous sommes avec Monsieur Waldiodio Ndiaye de la société civile, coordinateur de Sunu Élections de la société civile, et Maurice Soudjek John, politiste, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis. Merci monsieur d'avoir accepté notre invitation. Vous le savez, le Sénégal est dans l'attente des résultats provisoires officiels qui seront publiés dans quelques minutes par la Commission nationale de recensement des votes après avoir voté le 24 février. Dans cette attente, Waldiodio Ndiaye, quelle est l'attitude que les gens doivent avoir par rapport à cette attente? Je me rappelle. Bonjour Alassane, je vous remercie pour cette invitation et également permettez-moi de saluer monsieur le professeur Maurice Ndion, mon parent sérère. Donc nous sommes majoritaires sur ce plateau. Avec votre bourreau, le poulard. Pour l'instant. Donc je pense que l'attitude, la posture qui doit être adoptée en ces circonstances-là doit être la sérénité. La sérénité et aussi cette nécessité de penser que le Sénégal, d'avoir à l'esprit en permanence que le Sénégal est au-dessus de tout et que le plus important pour nous, c'est le Sénégal et la stabilité du pays. Je pense qu'il faut penser à ça et avoir toujours en ligne de mire que les hommes passent, les institutions demeurent et que le Sénégal va demeurer. C'est ça qui est le legs que nous devons laisser aux générations futures. Je pense qu'on doit avoir ça en ligne de mire en ces circonstances qui sont plus ou moins graves pour la République et mettre au-dessus de tout le pays. Voilà un peu ce que je pense. Maurice. Merci beaucoup Alassane, je salue Waldiodio et je salue également tous les auditeurs de iRadio. Je voudrais dire qu'en cette période de crise latente, de crise politique latente, je crois que l'attitude qui sied pour les uns et pour les autres, c'est une attitude de mesure, de pondération, mais aussi une attitude de vigilance pour que justement la volonté populaire qui s'est exprimée lors de l'élection présidentielle du 24 février dernier puisse être traduite de la façon la plus fidèle, la plus sincère et la plus honnête possible à travers les résultats de ces élections et que l'on se dise que l'élection finalement c'est un moment de la vie de notre République, de notre nation et qu'en réalité le plus important c'est ce qui nous unit, l'objectif de transformer qualitativement ce pays, c'est-à-dire les objectifs de développement et de solidarité à la fois intragénérationnelle et intergénérationnelle parce qu'il faut penser aussi aux autres. Ce pays-là n'a pas été construit en un an ou en 10 ans, il a été construit sur des siècles, donc c'est un legs qu'il faut absolument préserver, mais pour cela, il faut peut-être baser cela sur des fondements solides, et ces fondements-là sont des valeurs de liberté, des valeurs de démocratie, de renforcement de l'état de droit et de plein épanouissement matériel et moral de tous les citoyens. Est-ce que le fait qu'il y ait une situation de non-dialogue bien avant aujourd'hui le scrutin n'a pas conduit à cette situation qui semble être préparée même par les acteurs politiques? Bon, je pense que c'est évident, c'est-à-dire que c'est un processus électoral, pour une première fois on le note dans le pays, depuis le code électoral de 1992 qu'on ait un processus électoral aussi vicié. J'ai l'habitude de le dire qu'il y a eu un ensemble de points de repère qu'il faut avoir en ligne de mire dans ce processus électoral-là, c'est-à-dire à partir de l'accession à la magistrature suprême du président Macky Sall. Il y a d'abord, parce qu'il ne faut jamais oublier une chose, j'insiste là-dessus tout le temps en disant que quasiment en 2012, nous avons procédé à une analyse, même par rapport au discours des candidats de l'époque. Il était important de relever que, pour l'essentiel, les populations ont été sollicitées sur ce besoin intrinsèque et très fort de bonne gouvernance et de réforme institutionnelle. Même dans le discours des candidats, une évaluation par exemple de rapport de monitoring média que nous avons eu sur lequel nous avons eu à travailler nous a démontré très clairement que le président Macky Sall, quasiment, et tous les autres candidats de l'époque ont axé leur discours de campagne sur les questions de bonne gouvernance et de réforme institutionnelle. Évidemment, les questions économiques et autres ont pris vraiment une seconde place.
Dès son accession à la magistrature suprême, il a initié la Commission nationale de réforme pour les institutions, qui était une demande forte de la population, et également les questions de bonne gouvernance, les questions de reddition de comptes. Nous savons par la suite ce qu'il en est advenu de ces initiatives-là. Par la suite, il y a eu pratiquement des divergences. Les divergences ont commencé à apparaître au-delà du combat politique mené par l'opposition d'alors. Bon, bien sûr, c'est toujours cette même opposition, renforcée bien sûr par Idrissa Seck plus tard. Ce qu'il faut relever, c'est que sur les résultats de la Commission nationale de réforme des institutions, il y a eu des divergences d'appréciation et même d'application. Ensuite, maintenant, il y a eu des contradictions extrêmement fortes sur les points qui ont été retenus au référendum, avec aussi le fait que le président Sall s'était engagé pour un mandat de 7 ans et est revenu là-dessus en s'adossant bien sûr sur une décision du Conseil constitutionnel. Par la suite, il y a eu les affaires, ce qu'on appelle communément les affaires politico-judiciaires de Macky Sall, Karim Wade. Donc ça a vraiment vicié l'atmosphère, à telle enseigne que quasiment nous avons... le septennat du président Sall a été pratiquement jalonné de malentendus, de contradictions, et quasiment il n'y a pas eu de table de débat sur le processus électoral, un débat consensuel acté par l'ensemble des acteurs politiques, comme ça s'est fait à l'époque avec Abdoulaye Wade. J'avais l'habitude de taquiner en disant que moi, de mon expérience, par exemple, vous prenez le précédent processus électoral antérieur à 2012, on se rend compte que c'est l'un des processus électoraux les plus consensuels. Si vous procédez à une extraction, par exemple, du point sur la candidature de Wade, c'était pour la première fois pratiquement que toute la classe politique s'était réunie autour d'une commission à travailler sur l'audit du fichier, ensuite à acter des aspects extrêmement forts. Il y avait juste 2 points de divergence. C'est-à-dire, au-delà de la candidature de Wade, je pense que c'était la question du bulletin unique, etc. Donc, pour vous dire que le processus a été complètement vicié. Les acteurs n'ont pas accepté de s'asseoir autour d'une table, de discuter. Et bon, c'est évident que ça donne ce que ça donne. Nous, au niveau de la société civile, nous avons entamé énormément de démarches pour essayer de tempérer, de rapprocher les positions des uns et des autres. C'était des fois très compliqué parce qu'il suffisait juste d'essayer d'être un peu objectif. Vous étiez taxé d'être soit pro ou contre, etc. Alors que des fois, par exemple, il y a... Est-ce que justement, ce n'est pas ce manichéisme dans la façon de faire qui fait qu'il est compliqué au Sénégal aujourd'hui d'aller dans une situation de dialogue où il y a une sorte de personnalisation du débat? Exactement, exactement. Je pense que souvent, il n'y a pas une... les acteurs ne mettent pas en avant souvent, par exemple, les questions... Des fois, je les taquine en disant que c'est d'excellents tacticiens, mais pas de bons stratèges. Dans la mesure où on se rend compte tout le temps, pratiquement, les actes qui sont posés, c'est des actes court-termistes. J'ai taquiné l'opposition en leur disant à l'époque que moi, je n'ai pas compris leur attitude. Par exemple, ils pouvaient mener le combat de la libération de Karim Wade, mener le combat de la libération de Khalifa Sall, mais venir s'asseoir autour d'une table et discuter, par exemple, sur cette question de parrainage. Boycotter la table, c'était ouvrir un boulevard à Macky Sall et le laisser dérouler. Je pense que ça, c'est... Et aujourd'hui, on le vit, certains le vivent amèrement. Je pense que des fois, donc, c'est un peu ça qui a vicié tout le processus électoral, avec les résultats que nous savons. Pratiquement tout est contesté. Même des fois, pour être objectif sur des éléments précis, c'est très difficile. Donc, je pense qu'il y a une nécessité, après ce processus électoral-là, vraiment, comme on a l'habitude de taquiner en disant il faut un DEP national, mais en fait, il faut que les acteurs s'asseyent autour d'une table. Ouais. Maurice, pourquoi aujourd'hui on est dans une situation de non-dialogue entre pouvoir et opposition? Le Sénégal était connu comme étant un pays de consensus, on discutait. D'ailleurs, d'autres pays venaient même au Sénégal s'inspirer du modèle démocratique sénégalais. Aujourd'hui, on a l'impression que le débat, il est personnalisé. C'est entre peut-être des acteurs. Certains se disent que, bon, peut-être Macky Sall c'était Tony Boyle, il est devenu président. Il y a une sorte des fois de mépris que les acteurs développent entre eux qui fait qu'on est cristallisé dans des débats crypto-personnels. D'accord. En réalité, je pense que le président de la République, une fois qu'il prête serment sur la base de l'article 37 de la Constitution, il est élevé à une dignité à la limite spirituelle parce qu'il devient une autre personne.
on dirait dans les Écritures saintes qu'il est consacré. Donc c'est à lui de s'élever donc à la dimension de la fonction et de ne pas être dans les contingents. C'est pourquoi on a toujours voulu qu'il y eut une séparation, en tout cas une distinction nette entre la fonction de président de la République et celle de président d'un parti ou de chef de parti politique, parce qu'autrement, on devient plus le chef d'un clan, d'une faction, plutôt que le chef de toute la nation. Et c'est pourquoi il avait trouvé un slogan qui me semble fort pertinent, la patrie avant le parti. Malheureusement, on a l'impression que dans la trajectoire du président Sall, au début, quand il venait d'accéder au pouvoir, dans cette longue marche, pour parler comme Mao, il a eu quand même à développer un diagnostic très pertinent de ce qu'il ne fallait pas, de ce qu'il fallait éviter et de ce qu'il fallait faire. Ça a été un parcours remarquable quand il était à l'opposition, mais quand il est arrivé au pouvoir, on a senti qu'il s'est détourné de cette voie. Et il faut dire qu'au Sénégal, le consensus, le dialogue a été posé de façon très forte lors à l'occasion du code électoral consensuel de 1992. Et ce code est un acte fondateur. Il ne faut pas oublier que lorsqu'on a rétabli le multipartisme limité en 1978 avec les premières élections, puisque le multipartisme c'était d'abord en 1974 avec la création du PDS, puis en 1976 avec la constitutionnalisation d'un tripartisme à contenu idéologique. À partir de 1978, on avait un retour au pluralisme. Et lorsque Diouf est arrivé au pouvoir en 1980, et ensuite qu'il a donc déroulé terminé le mandat du président Senghor, il a mis en place un code qui était taillé sur mesure pour les intérêts partisans de la formation qui était au pouvoir, le Parti socialiste. Et c'est ce code-là, ce code de 1982, qui avait entraîné les contestations de 83 et les violences de 88. Aujourd'hui, on avait donc on a l'impression de revenir en arrière sur 2 ou 3 décennies, parce que justement, on est en train de renouer avec cette logique unilatérale et autoritaire de définition des règles de la compétition électorale. Or, la démocratie repose sur un principe simple, c'est que pour pouvoir compétir, pour pouvoir s'affronter, il faut au moins qu'il y ait un accord sur les désaccords. Mais si déjà on n'est pas d'accord sur les règles du jeu, si les règles du jeu n'ont pas été définies de façon consensuelle, de façon concertée, de façon inclusive pour impliquer tous les acteurs intéressés, et que le pouvoir en place déroule son agenda sans discussion, sans dialogue, sans concertation, et que l'opposition est considérée comme étant comme étant une frange de la population ou des adversaires qu'il faut stigmatiser, anathématiser, qu'il faut combattre, qu'il faut écraser, je réduirai l'opposition à sa plus simple expression. Donc on a une attitude guerrière, une attitude déplacée de combattre l'opposition. Ce n'est pas des ennemis, c'est des adversaires. La confrontation démocratique, la concurrence ou la compétition démocratique, c'est un jeu à somme positive. Mais pourquoi donc si on change des acteurs? Aujourd'hui, si ceux qui sont dans l'opposition aujourd'hui, on les amenait au pouvoir, on aurait connu la même attitude, la façon de faire pratiquement. Parce que ceux-là qui sont dans l'opposition aujourd'hui étaient aussi au pouvoir. Ils ont eu pratiquement le même comportement. Oui, c'est vrai. Mais cela est lié, à mon sens, à 2 choses. Il y a les structures institutionnelles et il y a aussi la volonté politique. Les structures institutionnelles, c'est que depuis 1963, après la crise du 17 décembre 1962, on a un système politique qui repose exclusivement sur une régulation présidentielle, voire présidentialiste de son fonctionnement. Donc il y a une hyper-présidentialisation du régime politique qu'on pouvait comprendre dans le cadre d'une reprise en main du pouvoir déployée par le président Senghor après la crise de 62 et qui aujourd'hui ne correspond plus avec l'état d'avancement de la démocratie sénégalaise. Et donc c'est vrai qu'il ne faut pas tout jeter le bébé avec l'eau du bain, parce que cette constitution de 1963 qui a été reproduite dans ses grandes lignes et même renforcée par la constitution de 2001 a quand même assuré au Sénégal une certaine stabilité
politique. Mais aujourd'hui, cette constitution-là, en tout cas l'allocation des pouvoirs entre l'exécutif, le législatif, le judiciaire, n'est plus en phase avec les réalités du Sénégal. Jojo, si on regarde bien, avant, je voudrais terminer juste son expression sérère. Voilà, je voudrais juste terminer sur la volonté politique maintenant, parce que là, c'est les structures institutionnelles. Absolument. Mais aussi, il ne faut pas oublier que ce sont les hommes qui font les institutions. Absolument. Et qui les animent. Donc, il y a aussi parce que le président s'était engagé sur la rupture. Absolument. Il a signé sans réserve les assises nationales. Mais justement, c'est sur ce point que je vous pose la question. Et il a également commandé à hauteur de 700 millions un travail qui devait être effectué par la Commission nationale de réforme des institutions. Alors, vous ne pouvez pas avoir fait tout cela, avoir bâti campagne sur la rupture. Le pays était au bord du gouffre, au bord de l'effondrement en 2012, avec des morts, avec tout ce qui s'est passé, et que, élu au pouvoir, que le président fasse comme si de rien n'était, parce que il a certes fait pas mal de réalisations, mais là où son bilan a le plus failli, là où l'échec a été le plus patent, c'est justement là où on l'attendait le plus, sur la réforme des institutions et la protection des libertés et de l'état de droit. Justement, Wali Jojo, quand le président Macky Sall a pris le pouvoir, tout au début, on a senti une volonté d'aller vers la rupture. Mais à un moment, on a vu une sorte de coup d'arrêt par rapport à cette volonté d'aller. Est-ce que quelque part, la réalité de pouvoir l'a rattraper, ou bien ce sont les lobbies et les oligarchies, parce que ce pays-là est constitué quand même de lobbies maraboutico, affairico-médiatiques, qui font que peut-être il a eu peur d'aller jusqu'au bout de sa volonté. Bon, en fait, c'est tout à fait vrai. C'est-à-dire, quand il a pris le pouvoir dans les premiers mois, c'était un homme d'État. Par la suite, c'est un chef de clan qui a pris la place à un homme d'État. C'était évident, comme l'a dit tout à l'heure Maurice. Cela dû à quoi? C'est-à-dire, généralement, c'est la structure même sociologique, ici au Sénégal, quand on gère le pouvoir. Je pense qu'il faut être mentalement extrêmement solide pour avoir cette capacité de s'élever. Prenez l'exemple du président Diouf. Nous avons tous lu le livre du général Cissé à l'époque. Quand il a fallu, par exemple, prendre ses responsabilités, il a pris du recul et il a pris toutes ses responsabilités en félicitant Wade. Je pense qu'on a besoin de ça. On a besoin d'hommes d'État et d'hommes de rupture et beaucoup de courage dans ce pays-là. Sinon, il y a deux options, c'est-à-dire soit vous acceptez pratiquement les compromissions avec son clan, essayer de satisfaire tout le monde. Il s'était engagé à l'époque sur pas mal de réformes et d'engagements forts, c'est-à-dire au-delà, il y a son mandat, il y a même le nombre de ministres. Mais par exemple, cette volonté, par exemple, aujourd'hui, selon les rumeurs, on dit que quelque part, ils sont au nombre presque de 80, selon certains dire, moi j'en sais rien. Mais ce qui est clair et constant, il y a cette volonté de vouloir satisfaire toute une clientèle politique. Et je pense que dans ce pays-là, tant qu'un président n'aura pas le courage d'aller vers des ruptures profondes et de s'assumer, c'est pour cela des fois il y a même ce débat-là qui est posé. C'est-à-dire, pourquoi ne pas aller vers la réduction, par exemple, un mandat unique du président de la République de 7 ans. Ce qui fait, dès qu'il accède au pouvoir, il ne pense plus au prochain mandat. De ce fait, il sera concentré à travailler pour le pays. Tout à l'heure, il le disait, il parlait de la nature même du régime. Je pense qu'on a un régime des fois qui plombe et des schémas politiques qui projettent tout le temps les hommes politiques, les présidents ou bien son clan, etc., à se projeter vers les futures élections. Le Sénégal, quasiment, depuis 2012, est en campagne électorale. Et ça, pratiquement, on n'a pas eu des moments de rupture où, par exemple, tout le monde était focalisé à travailler sur le pays, les problèmes prendre à bras le corps les problèmes du pays. Tous les actes que pose le président, c'est pour ensuite revendiquer un bilan. Et des fois même, on revendique des bilans à U et à Dia, et des fois, ça pose problème dans la mesure où, je m'explique, aujourd'hui, dans tous les pays du monde, les infrastructures, à mon sens, ne constituent plus de bilan. On peut dire qu'il a travaillé parce que tout le monde fait des routes, tout le monde fait des échangeurs. Allez à Bamako, allez à Accra, au Nigeria, même vous allez au nord, à Kaduna, etc., vous trouverez des échangeurs. Je pense que ça, aujourd'hui, ce n'est pas un enjeu, c'est un besoin vital. C'est quoi l'enjeu? L'enjeu, c'est la prise en charge des questions sociales, des problèmes sociaux des populations, les problèmes de l'emploi, de la santé et de l'éducation. Voilà réellement où on doit
focuser les actions du président de la République et du futur président, je veux dire, pour pouvoir prendre en charge ces questions-là. Parce qu'il y a énormément d'inégalités et de problèmes sociaux qu'il faut prendre en charge. Moi, je pense que c'est là réellement les véritables enjeux. Et même au niveau de la presse, de plus en plus, on doit déplacer le curseur de la réflexion vers ces problèmes-là, plutôt tout le temps de faire un focus sur les questions de politique politicienne, etc. Parce qu'il faut mettre la pression sur les hommes politiques pour prendre en charge ces questions-là. Oui. Maurice, est-ce que justement la faillite par rapport à l'emploi des jeunes, par rapport aux questions sociales, la prise en charge de la santé, de l'éducation, est-ce que ce n'est pas ça qui a fait que les partis traditionnels ont implosé dans nos pays, qui permettent à un certain Ousmane Sonko de sortir, d'avoir un discours un peu radical, mais qui trouve l'assentiment sur une jeunesse qui veut de plus en plus s'en sortir, qui veut de plus en plus être plus défiante, comme on dit, dans la défiance? Je ne dirais pas dans la défiance, mais c'est que la montée en force d'Ousmane Sonko, c'est d'abord lié au contexte. D'abord, on s'est rendu compte que... C'est un contexte mondial? Mondial et national. En fait, on a, depuis quelque temps, on a découvert des richesses naturelles au Sénégal. Et on voit aussi qu'on a une économie extravertie, c'est un fait. Donc, le rapport à l'étranger, aux forces coloniales, aux forces extérieures, aux forces du capitalisme, devient un rapport pertinent politiquement qu'il faut poser et revoir, puisqu'on se rend compte que c'est ce rapport-là constitue également un enjeu de l'émancipation du peuple et la mise en place d'institutions et d'hommes qui puissent justement prendre en charge ces questions de fond. Donc là, on a une offre politique, une offre programmatique qui répond à une demande sociale très forte. Deuxième élément, c'est qu'il a misé sur une frange importante de la population, c'est la jeunesse. Il l'a dit souvent, la population est composée de jeunes à 65%. Donc si tous les jeunes votent massivement, cela peut changer la nature de l'élection. Il y a aussi autre chose, c'est qu'on a eu tendance jusque-là à avoir un fonctionnement clientéliste. Un clientélisme qui ne date pas du régime du président Sall, mais depuis 1960. C'est justement ce biais structurel du fonctionnement de l'État, du fonctionnement de la politique qui devait être changé, parce qu'on a vu que c'est ça qui a provoqué la faillite économique de l'État en 1980 et l'application des programmes d'ajustement structurel avec tout ce que ça a eu comme conséquence pendant 20 ans. Lorsque Abdoulaye Wade est arrivé au pouvoir également, il a déroulé, mais il a continué, il a perpétué le même système, voire même qu'il l'a renforcé dans ses aspects les plus pernicieux, notamment à travers la généralisation de la corruption et un certain bâillonnement des droits et libertés. Donc c'est pourquoi on attendait du président Sall, lorsqu'il est arrivé, qu'il y ait véritablement, comme il le disait lui-même, comme il l'avait promis, une véritable rupture. Et c'est cela qui n'a pas été fait, parce que si cette gouvernance démocratique et cette gouvernance économique n'est pas changée, et que l'on se focalise sur la qualité des services publics et non pas sur une conception quantitativiste et matérialiste du bilan, je crois que la situation politique ne va pas changer et les jeunes ne sont plus prêts à l'accepter, parce qu'aujourd'hui, nous sommes à la croisée des chemins. Il y a une majorité de la population qui est jeune, qui veut construire son avenir et qui a besoin d'idéaux et qui a besoin donc d'une vision politique, de pratiques politiques autres, pour que la politique soit recentrée pour la mettre au service exclusif des populations. Waljojo, est-ce qu'il n'y a pas un paradoxe entre ces jeunes qui veulent prendre le pouvoir, qui sont dans les partis politiques traditionnels, gérés par des oligarques qui ont les moyens, qui financent tout, du siège jusqu'aux chaises, et que ces jeunes-là veulent faire de la politique dans un pays où il y a plus de clients que de militants? Bon, vous savez, c'est ça le charme un peu de notre pays, hein, c'est-à-dire... On veut faire dégager les vieux et on ne peut pas prendre en charge ce que la politique demande en termes de moyens dans ce pays. Mais pourtant, il y a des partis quand même qui sont partis. Bon, je ne veux pas le nommer, hein, je sais que par exemple au niveau de PASTEF, de ce que je sais, par exemple, en tant qu'observateur
Je sais que par exemple, pratiquement, il fonctionne énormément par cotisation. Je pense que ça fait partie des éléments de rupture dans ce pays-là. C'est-à-dire cette espèce de hiérarchie qu'on instaure dans les partis politiques où il n'y a même pas de démocratie. Et après, on s'étonne que pratiquement hors des partis politiques, on veut imposer la démocratie. Ça pose problème parce que aussi c'est la nature même de ce qui anime les partis politiques généralement. Il n'y a pas de démocratie, l'homme est pratiquement déifié. Vous les entendez parler, les militants des différents partis, pratiquement c'est le leader, il a toutes les qualités, etc. Ils oublient même à la limite qu'ils ont affaire à un être humain qui est faillible, qui a ses limites. Donc je pense que tout ça doit être intégré comme des changements de paradigme. Aujourd'hui, nous n'avons plus besoin d'héros, ni de personnes, je ne sais pas, références, etc. Mais il est important de redescendre sur terre et de voir ce qu'il y a lieu de faire. Et je pense que les jeunes, bien sûr, c'est une option. Parce qu'étant entendu que c'est une majorité de la population de manière absolue, il est important des fois, pour une meilleure prise en compte de leurs besoins, on doit les mettre en avant. Parce qu'il faut changer de paradigme dans ce pays-là, en mon sens, étant entendu que les constats d'échec sont là. Aujourd'hui, nous avons des possibilités énormes avec toutes ces découvertes-là qui ont été faites. Et je pense que le Sénégal doit avoir une autre posture. Et même du point de vue du développement, des programmes de développement économique. Ngoudou qui nous a rejoint, on parlait des jeunes, mais ces jeunes-là aussi qui sont dans certains partis politiques ou bien dans certains mouvements, on constate qu'il n'y a pas de formation. Ouais. Il n'y a plus de formation dans les partis politiques. On a l'impression que même ces jeunes-là disent être dans la rupture, déifient quelque part ces leaders-là dont on parle. Oui, je voudrais d'abord m'excuser pour ce résultat des obligations professionnelles à la fac. Je voudrais aussi en profiter pour saluer mon collègue, M. Maurice Guédion et Wal Jojo. Donc, vous aussi vous remercier pour cette invitation. Vous êtes bienvenu. Alors, moi je pense que c'est un débat qui est en train d'être posé et au niveau même de la classe politique, je pense que c'est un débat qui oppose un tout petit peu à certains même donc hommes politiques. On peut parler de Thierno Bocoum qui parle d'alternance générationnelle et de Mamadou Diagne Fada qui parle de transition générationnelle. Et donc du coup, je pense que moi, ce que je retiens, c'est qu'en réalité, les jeunes, ils sont en train de se battre. Et aujourd'hui, ils se considèrent comme un tiers pouvoir. C'est-à-dire que pour eux, ils ne sont rien dans les institutions. Y compris les partis politiques, ils ont leur manière de se battre. Mais est-ce qu'ils ont la formation politique qu'il faut? Là, quand même, donc c'est là où le bas blesse. Et moi, je pense que c'est là où aussi l'État du Sénégal a un peu péché. Parce que ces jeunes-là ont besoin d'encadrement. Et là aussi, l'État du Sénégal ne prend pas en compte cette situation pour au moins donc faire face à ses obligations. Parce que les partis politiques, quand même, ils ont besoin d'être encadrés, d'être financés pour qu'ils puissent faire ce travail-là. Parce que si les partis politiques n'ont pas les moyens pour former ces jeunes-là, je ne pense pas que donc voilà qu'ils puissent donc les former donc à cette épreuve. L'autre élément, c'est qu'en réalité, il y a des partis politiques qui se structurent. Parce que pour moi, il y a de nouvelles formations qui émergent et qui sont en train de construire donc d'autres types de militants qui ne sont pas dans un militantisme aveugle, mais qui sont en train d'apprécier. Vous voyez par exemple, aujourd'hui, l'attitude de certains leaders qui sont à la fois prudents, mais parfois qui sont à la fois donc dans une dynamique un peu, parce qu'en réalité, ils sont à la fois tirés par un certain nombre donc de... Comment dire, ils sont tirés soit par le haut, par une classe politique qui, à mon avis, est en train quand même donc de partir, et une classe politique par le bas, c'est-à-dire ces jeunes-là qui arrivent et qui veulent impulser une nouvelle dynamique, une nouvelle façon de faire de la politique, une nouvelle façon même donc de construire donc le citoyen militant qui, à la limite, n'est pas là pour regarder donc le leader comme quelqu'un qui est là et qui est donc un homme providentiel, mais quelqu'un pour qui juste on a donné donc un mandat pour qu'il puisse l'exercer et à cet effet qu'il puisse le contrôler. Maintenant, je peux comprendre qu'aujourd'hui il y a des problèmes parce que ce manque de structuration, ce manque quand même d'organisation pose problème, et donc on peut avoir le retour balancier un peu contradictoire. Est-ce que la situation de pauvreté aussi dans laquelle sont les jeunes n'est pas un handicap? Bien sûr, c'est un handicap parce que parfois les jeunes font de la politique non pas par engagement, non pas par vocation, mais juste parce que tout simplement pour s'enrichir. Et là aussi, je pense que la faute incombe à l'État aussi. Parce que en termes de droits sociaux, en termes de mesures sociales, si par exemple il n'y a pas donc un impact assez important, mais les jeunes ils vont utiliser des raccourcis. Et le raccourci le plus immédiat, c'est la politique. Maurice, aujourd'hui, quel que soit le président qui sera élu, quels sont les chantiers auxquels il doit faire face? Je crois que les chantiers sont essentiellement
la rationalisation du système politique sénégalais, non pas de retourner de fond en comble l'allocation du pouvoir entre les instances exécutives, judiciaires et législatives, mais en réalité, c'est de voir dans quelle mesure restaurer au Parlement la plénitude de son pouvoir. Je ne dis pas du pouvoir, mais de son pouvoir, pour que véritablement l'Assemblée nationale puisse être le reflet des préoccupations. Mais pour cela, il faut la réforme du système politique, du système de votation, pour permettre peut-être à des gens assez, au niveau intellectuel assez élevé d'être à l'Assemblée nationale, c'est ça? Par exemple, ça peut être une bonne idée de fixer un minimum de niveau, un niveau intellectuel minimum pour pouvoir poser acte de candidature. C'est possible. Il y a aussi l'idée de monitoring, d'accompagnement des élus. Il y a la possibilité aussi de mettre en place des équipes avec des assistants parlementaires. Tout cela, c'est des pistes de réflexion. Mais plus essentiellement encore, de rationaliser les systèmes électoraux. Par exemple, le fait qu'on ait un scrutin, une liste nationale où le chef de parti peut s'enfermer dans une chambre et mettre qui il veut sur la liste nationale et que celui-là puisse se faire élire, ça aussi, ça peut être corrigé. Le rapport entre le scrutin majoritaire et le scrutin proportionnel peut être également corrigé parce qu'on a l'impression qu'il y a une tendance à renforcer le scrutin majoritaire sur les listes départementales pour pouvoir bénéficier de cet effet d'amplification exagérée de la victoire politique qu'on a pu observer avec notamment la coalition au pouvoir actuelle qui a eu 49,48% lors des élections législatives du 30 juillet 2017 tout en ayant 125 députés sur 160, ce qui est quand même une distorsion, un rapport biaisé par rapport à la représentation et à la représentativité politique et démocratique. Il y a aussi la question de la justice. Comment rationaliser les rapports entre l'exécutif et le judiciaire? Je vous disais tantôt que structurellement, nos institutions ne correspondent plus à l'état d'avancement de notre démocratie parce que justement, vous prenez le code pénal comme le code de procédure pénale, c'est des textes répressifs qui ont été adoptés en 1965. 1965, c'est le paroxysme du déploiement du régime autoritaire du président Léopold Sédar Senghor, avec des pouvoirs renforcés, exorbitants pour le procureur de la République et qui sont de nature à violer, à écraser les droits et libertés des citoyens. Donc c'est ce travail de rationalisation-là auquel il faudra procéder, mais éviter de penser que tout est mauvais dans l'allocation actuelle du pouvoir, parce qu'il ne faut pas oublier que cette constitution que nous avons héritée de 1963, c'est celle-là même qui nous a permis d'avoir une stabilité politique jusqu'ici. Donc il faut la rationaliser, l'adapter et libérer le pouvoir, davantage le pouvoir législatif et le pouvoir judiciaire pour qu'on ait un état de droit réel, un état de droit qui puisse justement assurer la protection et la promotion des libertés des citoyens. Et deuxième élément aussi, c'est sur la gouvernance économique, la lutte contre la corruption, la mise en place de mécanismes qui vont permettre d'utiliser judicieusement et de façon optimale, de façon efficace les ressources de la nation au service du développement, parce que c'est ça qui a plombé le développement du pays. Dernière chose, c'est également qu'il faut mettre en place des observatoires, en tout cas des institutions qui vont davantage travailler à ce que nous ayons des services publics de qualité et peut-être, pourquoi pas, mettre en place un observatoire des secteurs névralgiques, c'est-à-dire les secteurs qui sont en permanence en ébullition, et bien de voir comment les stabiliser. Ça permettrait au pays de se consacrer à l'essentiel et de résoudre les vraies questions, c'est-à-dire le problème du chômage des jeunes, le problème de l'éducation, du système éducatif et les problèmes donc de création d'emplois, de création de richesses qui puissent être équitablement partagées par tous les Sénégalais. Tout est urgent donc, Waly Jojo. Qu'est-ce qu'il faut faire pour que le prochain président qui sera là, quelle est la matrice qu'il doit privilégier par rapport à d'autres, ou là où il doit mettre plus de curseur par rapport à un autre? Je pense que tout est urgent, tout est prioritaire dans ce pays-là. Évidemment, il y a aussi les réformes institutionnelles, parce que je pense que c'est sur le cadrage
globale qu'on peut vraiment dégager régler des questions économiques, parce qu'il faut restaurer la confiance des investisseurs et autres. Mais je pense que je voulais juste m'arrêter sur un certain nombre de points, sur les questions de relations, par exemple le renforcement du Parlement. Je ne suis pas tout à fait d'accord avec Maurice quand il dit, par exemple, il faut un certain niveau intellectuel. Moi, en mon sens, je pense qu'on a vu l'exemple de Lula. On n'a pas besoin d'être un intellectuel. Bon, je disais... Je vais revenir un peu sur les concepts. L'intellectuel ne fait pas l'intelligence. On peut être intellectuel, mais pas diplômé. Hein? Ouais. Attention. Ouais. Moi, je pense que l'intelligence n'a pas de... Au Sénégal, souvent, on fait l'erreur, on compare. Des fois, par exemple, Koch Barma, c'était un grand intellectuel. Pour autant, il n'était pas diplômé. Mais je pense que ce qui est important à ce niveau-là, je ne fais pas de fixation sur les diplômes, mais plutôt les personnes qui sont aptes à prendre en charge les questions des populations. La qualité des ressources humaines. Voilà, exactement. Je pense que c'est important, mais surtout renforcer l'assistance parlementaire. Parce qu'en face, par exemple, quand le ministre arrive, il a tout son dispositif, son staff, etc. Et quasiment le député est devenu devant lui. Il y a cet aspect qu'il faut régler. Le système électoral a besoin vraiment de réformes en profondeur. Parce qu'aujourd'hui, nous avons le sentiment, il l'a dit tout à l'heure, que ça ne reflète pas exactement la volonté populaire au niveau de l'Assemblée. Parce que des fois, par exemple, avec le système de Raougadou, il n'y a pas plus extraordinaire en termes d'injustice électorale que ce système-là. Moi, j'ai relevé un peu partout dans le monde que de plus en plus on met en avant le système proportionnel. Mais pour autant, certains vont me rétorquer en disant qu'au moins le système majoritaire articulé au système proportionnel assure au moins une certaine stabilité. Mais ça ne reflète pas dans le fond, ça ne traduit pas la majorité. Je pense que ça nécessite quand même une réflexion assez approfondie. Il y a le problème du secteur de la justice. C'est important à ce niveau-là. Le président de la République doit quitter le Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je pense que ça, c'est une urgence absolue. Et laisser les magistrats gérer leur propre carrière. Aujourd'hui, cette épée de Damoclès que vivent pratiquement les magistrats, surtout ceux qui ont atteint l'âge de la retraite, c'est extraordinaire comme élément de pression. Ensuite, au niveau du secteur de l'éducation, moi je pense que ça doit être prioritairement le grand chantier du futur président de la République, c'est-à-dire l'éducation et la santé. Et c'est vrai, il y a des bons au niveau de l'agriculture, il ne faut pas le nier, mais il faut davantage l'organiser, renforcer ce qui est en train de se faire avec le PUDC, avec les pistes de production et dégager des systèmes, par exemple, d'évacuation de toute la production. Et pourquoi pas créer des chaînes de transformation locale. Et c'est comme parce ça que le constat qu'on fait qu'aujourd'hui, Dakar semble aujourd'hui envahi par des jeunes qui viennent de l'intérieur du pays. Exactement. À chaque fois que vous bougez dans les rues de Dakar, vous croisez des jeunes avec des charrettes qui vont enlever les ordures. Ces gens-là, c'est parce qu'ils n'ont pas peut-être quelque chose à faire à l'intérieur du pays qui viennent. Il faut même développer une politique d'incitation de retour à la terre et de la consommation locale. Par exemple, regardez-nous sur ce plateau. Que ce soit pas seulement des slogans. Il n'y a que Ngouda qui est réellement sénégalais, mais des fois il faut se... moi, ça, c'est sénégalais. Non, mais ça... mon pantalon voilà. c'est fait par un sénégalais. Hein. Non, j'adoute. Oui, si. Non, je vais pas faire la publicité, mais c'est fait fait par un sénégalais. Par exemple, je me félicite depuis quelques années, par exemple, que de plus en plus les Sénégalais se retournent vers la porte les tenues locales. Ça, voilà des politiques, des prioritaires qu'il faudrait développer pour que le pays avance. C'est-à-dire la santé, l'éducation, la justice et les réformes institutionnelles. La justice, il en parlait, ça a été un débat pendant ces 7 ans. Les gens ont beaucoup parlé de la justice. Certains Sénégalais pensent aussi que les hommes politiques pensent qu'ils sont au-dessus de la loi de la justice, qu'ils ne doivent pas rendre compte quand quelque part ils ont failli dans la façon de gérer ce que les populations l'ont confié. Tout à fait. Parce que on a l'impression que les politiciens, dès qu'on les touche, ça devient un truc national, alors que les Sénégalais, tous les jours, on les met en prison. Je voudrais d'abord dire ceci. En réalité, tout n'est pas mauvais, même dans ce qui a été fait jusqu'ici pour les réformes de la justice. Je dis tout le temps que, pourtant, l'une des réformes les plus fécondes de la justice sénégalaise de 1960 à 2017, c'est le président Macky Sall qui l'a fait, avec les référés administratifs. C'est-à-dire, en 48 heures, on peut avoir une décision administrative
administrative. Aujourd'hui, quelqu'un peut dire que moi, je ne suis pas d'accord avec, par exemple, je ne sais pas ce qu'a dit l'autorité administrative pour marcher. Il saisit la Cour suprême. En 48 heures, il y a un référé administratif qui dit que les gens peuvent marcher ou pas. Vous voyez, ça, c'est efficace. C'est une réforme efficace. Mais pour autant, c'est des réformes limitées dans la mesure où la justice n'est pas décentralisée. Je vous donne la justice administrative. Aujourd'hui, si nos parents qui sont à Fongolemi, au Fouta, etc., on leur, par exemple, prend leur terre, ils ne peuvent pas faire un recours pour excès de pouvoir là-bas. Ils doivent donc quitter Fongolemi jusqu'à Dakar pour venir faire un recours pour excès de pouvoir. Parce que tout simplement, le recours pour excès de pouvoir ne peut être exercé que devant la Cour suprême. Vous voyez cette décentralisation de la justice, elle s'impose. devait avoir des chambres tout à fait. Régionales. Mais on peut dire tout simplement que le recours pour excès de pouvoir peut être exercé devant toutes les juridictions de grande instance. Vous voyez? Et pourtant, le contentieux local est le contentieux qui se développe le plus. Parce que les collectivités locales, comme l'a dit d'ailleurs Waldiodio, c'est-à-dire que inciter les gens à rester dans leur terroir, mais inciter les gens aussi à se battre pour préserver aussi leur patrimoine. Parce que c'est dans la Constitution depuis 2016 qu'on a dit tout simplement, ça veut dire que la justice ne suit pas. La réforme de la justice ne suit pas pourtant. L'autre élément maintenant, je vais en venir, c'est tout simplement en réalité un certain nombre de pans de la justice constitutionnelle par exemple. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'en réalité, il faudrait toucher au Conseil constitutionnel. On peut même ne pas changer de dénomination, ça n'a pas d'importance. Mais le mode de fonctionnement, la ventilation de l'émanation des juges. Aujourd'hui, tout le monde sait qu'ils sont tous nommés par le président de la République, même si les deux autres sont donc proposés par le président de l'Assemblée nationale. Ça pose problème. L'autre élément, c'est que comme le Conseil constitutionnel lui-même, il se dit que je ne tire pas ni de la Constitution, ni de la loi organique, d'autres prérogatives, mais il faut réviser la Constitution et lui dire que désormais maintenant vous avez ces prérogatives-là et vous pouvez le faire. Il y a certains qui proposent la Cour constitutionnelle. Non, ça n'a pas... Pour moi, voilà. Le nom regardez, n'est pas écoutez, important. au Gabon, c'est une Cour constitutionnelle. Bon, le nom n'est pas important. Le nom n'est pas important. En France, c'est un conseil. Le nom n'est pas important. Pour moi, c'est le contenu. prérogative. C'est le prérogative. Et puis aussi qu'on ait des magistrats aguerris, c'est-à-dire qu'on y amène des gens aussi qui sont là pour dire le droit. L'autre aspect maintenant, c'est qu'en réalité, on parle du Conseil supérieur de la magistrature. Moi, je suis d'accord pour que le président de la République sorte. Mais dans ce cas de figure aussi, il faut changer la dénomination. Il ne faut plus parler de Conseil supérieur de la magistrature, mais on doit passer vers un Conseil supérieur de la justice. Il faut éviter aussi qu'il y ait le corporatisme, des juges aussi. Le gouvernement des juges. Cela signifierait tout simplement qu'on pourrait y amener par exemple des gens de la société civile, des gens qui sont donc dans des professeurs de droit comme ce qui se passe en France, etc. Ou bien même des anciens bâtonniers, etc. Tout ça, parce que la justice est une famille. Elle dépasse la magistrature. L'autre élément maintenant, je voudrais revenir un peu sur les chantiers institutionnels. Pour moi, concernant ces chantiers-là, on oublie le citoyen. Vous savez pourquoi? En vertu même du principe de la séparation des pouvoirs. Pour moi, on a terminé d'organiser les pouvoirs. Ce qu'on doit réorganiser, c'est les contre-pouvoirs. Le principe de la séparation des pouvoirs maintenant signifie l'organisation des contre-pouvoirs. Et ce sont ces contre-pouvoirs-là qu'on n'a pas su, par exemple, aujourd'hui, comment dirais-je, organiser. Je vous donne un exemple. Le CNRA, c'est un contre-pouvoir efficace, mais qui ne trouve pas d'assises dans la Constitution. Ça pose problème. Et pourtant, il pouvait permettre de mettre en demeure la RTS, d'autres chaînes, pour dire que tout le monde est à égalité de traitement. Absolument. Vous voyez, c'est un aspect de transparence. D'autres, maintenant, la presse. C'est-à-dire c'est un tiers pouvoir. Ce tiers pouvoir-là aussi doit avoir une autre assise pour que quand même la presse puisse faire son travail correctement et qu'elle soit respectée et dans la transparence. Voici les tiers pouvoirs. L'autre élément, c'est le citoyen. Instituer des mécanismes de démocratie semi-directe. Parce que aujourd'hui, si nous voyons cette grogne, des gens disent que, etc. C'est parce que, tout à fait, même la Sénat, je vais en venir. Parce que les citoyens, déjà, la classe politique traditionnelle accapare tous les postes. C'est-à-dire qu'ils n'ont pas l'habitude, n'est-ce pas, de se confronter à ces institutions-là pour avoir la culture institutionnelle qu'il faut. Parce que la classe politique sénégalaise se recroqueville sur elle-même et se reproduit sur elle-même. Si maintenant on avait des mécanismes, tout à fait, si on avait par exemple des nouveaux mécanismes qui permettraient par exemple l'arrivée de nouvelles personnes, de nouvelles têtes, quitte même à faire des quotas. Moi, j'ai pas peur de la démocratie des quotas, mais pour que ça soit encadré. Par exemple, il y a certains qui disent qu'il faut au moins une dose de jeunesse dans les institutions. Cela permettrait un peu donc de renouveler cette classe politique. L'autre élément maintenant concernant les mécanismes de démocratie semi-directe, je le dis toujours, le peuple sénégalais est un vaillant tiers-pouvoir. Mais ce tiers-pouvoir est tout dans la société, mais rien dans la Constitution. Regardez, on n'a aucun mécanisme de démocratie semi-directe à part le référendum. Et le référendum est capté et maîtrisé par les hommes politiques. Il n'y a pas d'initiative populaire. Il n'y a pas le droit de pétition. Combien de pétitions sont en train de dormir sur Facebook? Pourtant, les hommes politiques, vous savez pourquoi? Il suffisait tout simplement de mettre ces mécanismes de démocratie semi-directe pour qu'ils puissent savoir que
demain, si par exemple le mandat n'est pas exercé conformément à la volonté populaire, il pourrait y avoir des mécanismes de démocratie semi-directe, quitte même à arrêter le Parlement parfois, notamment donc dans des votes populaires, etc. On pourrait dire si on a par exemple 7 millions de signatures ou 8 millions de signatures, on pourrait débattre ou bien donc reprendre une loi. Voilà donc un certain nombre d'éléments qu'il faudrait donc... Mais Maurice, est-ce que ce qu'il dit Ngouda Mbou quelque part, c'est l'idéal? Est-ce qu'on peut le faire dans un pays où vous avez pratiquement 85% des populations qui sont analphabètes, qui ne comprennent pas les enjeux? On a l'impression au Sénégal que depuis Senghor jusqu'à Macky Sall aujourd'hui, il y a une sorte de volonté de maintenir les populations dans l'ignorance. Ok. En fait, ça me permet de revenir un peu sur cet aspect. J'avais dit qu'il fallait peut-être qu'il y eût un certain niveau intellectuel imposé. Je maintiens, parce qu'en réalité, l'Assemblée nationale, c'est aussi un travail. Vous ne pouvez pas mettre un analphabète, quelqu'un qui ne sait ni lire ni écrire, qui ne sait que lever la main et applaudir, et qu'on veuille qu'il fasse un travail de parlementaire, ce n'est pas possible. Donc, ce n'est pas une question d'élitisme, c'est une question de réalisme et d'efficacité. Alors, par rapport à cette question-là, je pense que, par exemple, sur la pétition, il y a des possibilités, mais ces possibilités-là existent au niveau du fonctionnement du Conseil économique, social et environnemental, par exemple. L'article 4, pétition, bien sûr. ça existe. Qui est peut-être méconnu de la plupart de la population. C'est de là-bas que je parle. Si les lois sont là, si ceux à qui on fait ces lois-là ne les comprennent pas, à quoi elles servent d'ailleurs? Tout à fait. Je pense qu'on a ce problème-là pour essayer justement de vulgariser les lois, d'éduquer à une certaine socialisation juridique pour que justement les institutions puissent être intériorisées par les populations. Mais je crois également que la question de la séparation des pouvoirs, c'est une question aussi impérative, parce que ce n'est pas seulement l'organisation des contre-pouvoirs, mais la séparation des pouvoirs elle-même est nécessaire et constitutive d'un équilibre des pouvoirs. Parce que les libéraux avaient une méfiance de principe à l'égard de l'homme. Ils se disaient qu'il faut donc limiter le pouvoir, le diviser dans son intensité, dans son assise territoriale et dans sa durée. Donc tout cela, c'est ce qui anime tout le droit public et même parfois d'autres secteurs du droit, comme le droit pénal par exemple, où vous avez la règle de la séparation des fonctions d'instruction, de poursuite et de jugement par exemple. En finance publique, la règle de la séparation entre les ordonnateurs et les comptables. Donc il faut également donc jouer sur ce rôle, d'abord redéfinir cette séparation des pouvoirs. Donc libérer l'institution judiciaire, libérer le pouvoir judiciaire pour que ce pouvoir soit un pouvoir véritablement autonome, indépendant du pouvoir exécutif, et également renforcer le pouvoir législatif pour qu'on sente que c'est le peuple qui est représenté et que pour cela, il faut encore une fois corriger les systèmes électoraux et donc justement permettre aux citoyens de pouvoir se reconnaître à travers leur Assemblée nationale. Regardez ce qui s'est passé le 23 juin. Des députés élus censés être des représentants du peuple, et le peuple qui va manifester devant les grilles de l'Assemblée pour leur dire que ce que vous êtes en train de faire, c'est une comment dire, c'est une forfaiture. Vous êtes en train de liquider en quelque sorte la démocratie, et ça c'est un élément très très fort. Et qu'est-ce qui était à la base de tout cela? C'était la volonté du président Wade de vouloir modifier unilatéralement la Constitution et de vouloir donc, avec sa majorité, ramener le pays à une situation où quelqu'un peut être élu avec 25% des voix, ce qui est inacceptable. Donc on se rend compte que le président de la République, dont on dit qu'il est le gardien de la Constitution, finalement, c'est lui, il est l'agresseur le plus déterminé et le plus constant de la Constitution, puisque toutes les réformes constitutionnelles qui sont menées, qui sont des réformes qui travestissent la démocratie et les principes de l'état de droit, viennent généralement du pouvoir exécutif. L'autre chantier auquel le président doit s'atteler s'il est réélu, quel que soit le président, est-ce que ce n'est pas un problème aussi d'autorité dans ce pays d'ordre? On a l'impression que quand vous promenez à Dakar aujourd'hui, moi je parle de façon visuelle, vous avez l'impression que chacun fait ce qu'il veut, personne ne respecte rien. La preuve, le rond-point qui est en face de chez nous à la Liberté 6 aujourd'hui, les conducteurs, chacun fait ce qu'il veut. Personne ne donne la priorité à l'autre, personne ne respecte la priorité à l'autre. Est-ce qu'il n'y a pas un problème d'autorité encore dans ce pays? Je dirais même pas problème d'autorité, mais d'éducation civique tout court.
Et je pense que tel que formulé même au niveau des établissements scolaires, c'est mal posé. Par exemple, aller au Rwanda, j'ai l'habitude de le citer en exemple. Vous savez, souvent il est accusé d'être un dictateur, etc. Mais c'est très profond le travail qui a été fait dans ce pays-là. C'est-à-dire, c'est vrai, ce qui s'est passé là-bas, ça a été un choc. Et peut-être ça a été un choc qui les a poussés à bondir de l'avant et d'être conscients tout de suite des enjeux et des priorités au niveau des populations. Et également, il y a la posture du président rwandais qui, par exemple, lui-même met la main à la pâte. Je pense que, à la limite, vous savez pourquoi souvent on a ces problèmes dans ce pays-là. C'est-à-dire, à la limite, même les personnes mentalement sont dans une posture de révolte, de défiance vis-à-vis de l'autorité. Pourquoi? Parce qu'ils se disent que eux, ils sont... Parce que le bon exemple n'est pas donné par l'autorité. C'est pas donné, et puis voilà. Il y a l'imaginaire aussi qui fait que, par exemple, ils ont ce sentiment que les gens vivent au-dessus d'eux, ils ont tous les moyens, etc. Et donc, eux, bon, c'est presque du je m'en foutisme qui est instauré. C'est pour cela que j'ai l'habitude de dire que quand on dirige, c'est de l'exemplarité. C'est l'exemplarité, exactement. On doit mettre en avant l'exemple. Par exemple, être proche de ses populations, de son peuple, et essayer quand même de, je ne dis pas désacraliser, mais d'être à côté des populations. À hauteur des populations. Par exemple, cette posture lointaine, essayer de prendre de la hauteur avec cette posture de condescendance de ceux qui nous dirigent, crée une situation, l'inverse. Le défiance. Généralement, les populations ont tendance à dire que, bon, maintenant, eux, ils poussent notre argent, etc. Nous, on fait ce qu'on veut. Et à partir de ce postulat-là, si ces postulats-là sont réglés, je pense qu'on peut vraiment travailler en profondeur pour susciter une éducation avec, par exemple, l'introduction à tous les niveaux d'éducation, des programmes d'éducation civique adaptés à nos réalités. Il ne s'agit pas juste de parler de, par exemple, drapeau national, etc., mais plutôt d'autres aspects qu'il faudrait mettre en avant. Je pense que c'est extrêmement important pour qu'on puisse avancer dans ce pays-là. Est-ce qu'on peut éduquer un peuple dans une langue qui n'est pas sa langue, qui est une langue étrangère? Bien entendu, et exactement, c'est important. Je voudrais d'ailleurs même revenir sur certaines choses. Par exemple, moi je ne suis pas trop d'accord avec mon collègue Maurice. Moi je pense que le principe de la séparation des pouvoirs aujourd'hui, tel qu'il est posé dans la Constitution, ne pose pas trop de problème en réalité. Parce que théoriquement ça existe. Hein? Mais pour moi... C'est sur l'effectivité. Non, c'est l'organisation des contre-pouvoirs. Encore, vous savez, l'opposition est un contre-pouvoir. Aujourd'hui, un gouvernement modéré n'est plus le gouvernement donc, tel que le définissait Montesquieu. Hein. Donc le gouvernement modéré, c'est celui qui accorde une place de choix à l'opposition et qui favorise l'alternance. C'est-à-dire que je dis toujours que pour avoir une opposition responsable, il faut la responsabiliser. Pourquoi? Parce que regardez à l'Assemblée nationale, même si on touchait au principe de la séparation des pouvoirs, tout ça, l'assistanat parlementaire, c'est bon. Mais la loi de la majorité, elle est toujours là. Et la brutalité de la majorité, elle est toujours là. Aujourd'hui, on ne parle plus de bloc majoritaire. Attention, on parle de bloc présidentiel. Je pose la question. Oui. Est-ce qu'au fond, la démocratie telle que conçue par les Occidentaux est adaptée à nos réalités sociales, culturelles et même culturelles? Non, mais beaucoup de même nos textes, je parle de la Constitution. Chaque jour, je demande s'il faut revenir à l'article 1er de la Constitution. Le Sénégal est une république laïque, démocratique et sociale. Mais on l'a tiré de la France. Moi, j'ai lu de bout en bout toutes les constitutions des pays arabes. Ils te disent l'Algérie est un État libre et indépendant. La Tunisie est un État arabe, libre et indépendant. Mais pourquoi on ne viendrait pas dire que parce que la Constitution est un miroir magique? Dès lors que tu regardes la Constitution, l'article 1er doit te renseigner sur la trajectoire historique de ce pays. Pourquoi ne dirait-on pas le Sénégal est une république africaine? Notre africanité, libre et indépendante. Libre pourquoi? Parce qu'on a vécu la colonisation. Indépendante, pardonnez-moi, l'esclavage. Indépendante parce qu'on a vécu la colonisation. On verrait la trajectoire de ce pays qui dirait que plus jamais ça. L'article 1er doit être donc l'entrée magique. Ça dit tout simplement que dès lors, vous regardez cette constitution, vous savez nettement que donc c'est une constitution extranéenne. Tout a été donc exporté, tout a été donc voilà. Et donc, vous la faites pour une population à 90% qui ne la comprend pas. Qui ne la comprennent pas. Et pourtant, dans la révolution des Yankés, Thierno Souleymane Baal, le modèle de constitution qu'il avait établi, mais a inspiré même donc les Américains quelque part. On ne le prend pas. Je vous donne un exemple. Les cahiers de doléances qui ont été écrits... Non, même les cahiers de doléances qui ont été écrits ici à Saint-Louis, ça a été fait par des mulâtres. On peut y puiser quelque chose, ce que j'appelle notre patrimoine constitutionnel. Vous savez, les Africains, à un moment donné, certains même ont dit qu'ils ont
rejeter cet imaginaire juridico-politique africain. Dans les années 70, il y avait des Africains qui réfléchissaient, on réfléchissait vers un modèle avec les Mohamed Bedjaoui, le juge Kebambay, etc. Et il nous faut cette identité constitutionnelle. Moi, j'appelle ça l'identité constitutionnelle sénégalaise. Parce que l'identité constitutionnelle est différente de l'identité nationale. L'identité constitutionnelle est ce qui rassemble, alors que l'identité nationale est ce qui divise. Autre chose maintenant, concernant les langues, c'est important. Vous savez pourquoi ? Parce que tout à l'heure, on en a parlé. Vous savez, valoriser les langues voudrait dire quoi? Que le Sénégalais en tant que tel, mais il serait au fait des choses. C'est-à-dire qu'il ne va pas utiliser une langue étrangère pour pouvoir donc communiquer véritablement. L'autre aspect, je le disais tantôt, et ça, je pense que la langue, c'est un élément, un instrument de rapprochement. Et si quelque part tu as la francophonie qui combat les langues nationales en essayant de les étouffer davantage pour s'imposer. Et c'est ça qui me pose problème. Vous savez, c'est nous qui... comme le Rwanda. Voilà, c'est ça. C'est-à-dire que c'est nous, Africains, qui tenons beaucoup plus à ces institutions-là qu'aux Occidentaux. Par exemple, la francophonie, par exemple, voilà, elle est importante, moi je sais, elle est intéressante quand même. Mais aujourd'hui, qui défend la francophonie? C'est beaucoup plus des Africains que les Français, en réalité. L'autre élément, maintenant, je disais que dans ce pays, quand nous voyons les autorités, par exemple, regarder la population et que la population a cette attitude de défiance. C'est pourquoi? C'est que tout simplement, il y a cette distance-là. Et les autorités sont tellement distantes. Je dis toujours que les autorités devraient, ne serait-ce que donc pour aller au Conseil des ministres, prendre un vélo, par exemple. Être des serviteurs. Voilà. On connaît des ministres qui prennent des vélos pour faire donc le trajet le matin à 7h, ils verront qu'il y a des bouchons, etc. Arrivé en Conseil des ministres, ils en parlent, ils en débattent. Ouais, et ce serait bien pour leur santé. Tout à fait. Sport, Pourquoi pas? Ils vont diminuer les kilos de graisse qu'ils ont. Mais Madame Taubira partait en vélo. Oui, c'est pour elle dans très bonne santé, Madame Taubira. Merci infiniment à mes invités. Le temps que vous avez parti terminé. Merci à Waldio Ndiaye de la société civile et aussi coordinateur de la plateforme Sunu Élection de la société civile. Merci à Maurice Soudjek John, politiste, enseignant-chercheur à l'université Gaston Berger de Saint-Louis, à Ngouda Mboup, juriste et aussi enseignant à l'université Cheikh Anta Diop de Dakar et constitutionnaliste. À la technique, Biran Sissé et mes caméramans qui sont avec moi pour assurer aujourd'hui cette émission. Merci à tous.